Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je vous ai déjà parlé il y a quelque temps du co-schooling. Et si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, je vous renvoie à mon article « Le co-schooling, qu'est-ce que c'est ?» Vous y trouverez dedans vraiment en détail la définition du co-schooling, à quoi cela correspond et à quoi cela ne correspond pas. Mais bien entendu, je vais vous résumer un petit peu aujourd'hui ce que cela veut dire pour que vous puissiez comprendre le thème du podcast d'aujourd'hui. Le co-schooling, c'est une notion qui a émergé du côté des parents d'élèves. Il s'agit, en quelques mots, de ne pas réserver les apprentissages scolaires à l'école, mais de proposer aussi des activités à la maison en parallèle de l'école. Cela peut aussi consister à accompagner les devoirs des enfants d'une façon particulière, peut-être en y injectant une autre pédagogie. Les familles que j'accompagne, par exemple, pour certaines sont en instruction en famille et pour d'autres sont en co-schooling, c'est-à-dire qu'elles utilisent la pédagogie Montessori pour aider leur enfant à comprendre des notions qu'il voit par ailleurs à l'école ou pour l'aider à faire des exercices qu'il a en devoir en classe. Voilà donc en ce qui concerne le co-schooling. Mais par ailleurs, dans le monde de l'éducation, le système scolaire, le thème de la coéducation est à la mode. On voit des élèves de master en sciences de l'éducation faire des recherches sur le sujet. C'est un thème qui revient souvent maintenant dans les règlements intérieurs ou les projets pédagogiques des établissements. Cela fait partie des grandes volontés, disons, de l'école et plus spécialement de l'école publique que de développer de la coéducation. Alors, s'agit-il réellement de la même chose? Ou bien y a-t-il des nuances? Bon, vous me connaissez, si j'aborde le sujet, c'est probablement qu'il y a quelques nuances entre les deux. Et la grande question que j'aimerais que nous nous posions aujourd'hui, c'est est-ce que parents et enseignants peuvent réellement coopérer pour le bien des enfants? Et je ne vous le cache pas, même si j'aimerais de tout cœur pouvoir vous répondre oui, je pense que dans les circonstances actuelles, cela n'est malheureusement pas possible et que nous devons d'abord développer les conditions qui permettront cette coopération avant de pouvoir réellement travailler ensemble, parents et enseignants, à l'éducation de nos enfants. Parce que comme je vous le disais, le co-schooling, c'est une notion, un concept qui a émergé chez des parents. D'où ce nom peut-être un peu anglophone qui ne vient probablement pas de France, même si j'avoue que je n'ai pas réussi à isoler le concept de co-schooling, ni à voir où était son origine exactement. C'est quelque chose qui s'est un petit peu développé en douceur en France. C'est encore un terme qui est assez peu connu, mais il correspond à un phénomène qui, lui, existe depuis déjà de nombreuses années. On peut même considérer que de tout temps, les parents qui prêtaient une attention particulière aux devoirs de leurs enfants faisaient déjà du co-schooling. Bon. Au niveau du système scolaire, en revanche, le thème de la coéducation est quelque chose de relativement récent, lui aussi. Et les pratiques existaient déjà dans une certaine mesure, mais pas tant que ça. L'idée de la coéducation, c'est que parents et enseignants doivent coopérer pour l'éducation des enfants. Mais telle qu'elle est présentée habituellement, cette coéducation consiste surtout à faire entrer un petit peu les parents dans les établissements scolaires, à leur parler de ce que leurs enfants font dans les établissements scolaires, à les intégrer aux différents conseils de l'école, etc., etc. Ce qui est déjà le cas depuis des dizaines d'années via les associations de parents d'élèves. Mais à aucun moment, on ne parle réellement d'inclure les parents dans les pratiques éducatives. En fait, souvent, la coéducation est mise en avant de la part des enseignants pour expliquer que c'est une nécessité, car si les parents ne poursuivent pas ce qui est fait à l'école et dans le sens de ce qui est fait à l'école, eh bien les enseignants se retrouvent en difficulté avec les élèves.
Par exemple, si les parents font mal faire les devoirs, ce que je veux dire par là, c'est par exemple si un parent a appris telle technique opératoire pour l'addition, tel positionnement de la retenue plutôt qu'un autre, ce qui n'a absolument aucune importance pour le résultat de l'addition, soyons bien clairs, eh bien cela sera une source de confusion pour l'enfant et donc il est important de simplement expliquer aux parents quelle est la bonne façon de faire. Charge ensuite aux parents d'appliquer consciencieusement quand leur enfant fera ses devoirs. Et puis, il y a aussi cette volonté de la part des enseignants de demander aux parents de, pardonnez-moi l'expression, mais de préformater les enfants. C'est-à-dire, oui, mais comment voulez-vous que tel enfant reste sagement en classe si à la maison, il n'y a pas un peu plus de discipline, etc., etc. Alors, cela passe par des conseils de bon sens, souvent, faire en sorte que les enfants dorment suffisamment, par exemple. C'est souvent une demande des enseignants envers les parents. S'assurer que les enfants disposent de suffisamment de sommeil. Une autre demande consiste aussi à limiter le temps des écrans, car on le voit bien ensuite à l'école, les enfants sont absolument surexcités et ont de grosses difficultés à se concentrer s'ils regardent trop la télévision, Internet, un ordinateur, YouTube, etc. Donc vous avez d'un côté des conseils de bon sens et puis de l'autre, ce qui ressemble un petit peu à ce que j'appelais du préformatage. C'est-à-dire, c'est important que votre enfant sache rester assis pendant de longues périodes. C'est important que votre enfant sache se taire et lever la main pour prendre la parole. Et donc, pour certains enseignants, il faudrait que les parents transmettent également ces compétences-là aux enfants. Sauf que à la maison, ça n'a pas beaucoup de sens qu'un enfant reste assis, immobile, derrière sa chaise, quand derrière, on sait que le mouvement est au contraire un excellent stimulant pour les apprentissages. Un enfant en mouvement apprend mieux qu'un enfant statique. C'est également un petit peu inutile, lorsqu'il n'y a qu'un enfant ou quelques enfants dans une fratrie, d'imposer le silence absolu et de faire en sorte que l'enfant lève la main pour parler. On n'est pas dans le même environnement. Bon. Donc vous voyez que des deux côtés, on n'a pas vraiment la même conception de ce que l'on pourrait appeler une coéducation. Parce que co-schooling, littéralement, voudrait dire co-scolarisation ou co-instruction. Donc autant parler ici de coéducation ou, si vous préférez, de co-instruction. Parce qu'il ne s'agit évidemment pas de co-scolarisation puisqu'un enfant n'est pas scolarisé à la maison par définition même. Donc je traduirais plutôt co-schooling par co-instruction. Mais on ne peut pas vraiment envisager une co-instruction pour l'instant parce que chacun ne s'entend pas déjà sur le sujet. Les parents considèrent que la co-instruction, c'est de faire de leur côté ce qu'ils estiment juste pour leur enfant, en complément de ce que fait l'école, en parallèle, sur deux chemins distincts. Il ne s'agit pas vraiment d'un travail en commun, donc comme on pourrait l'entendre dans le de coéducation ou co-instruction. Il s'agit plutôt d'un travail sur deux lignes parallèles, disjointes, qui ne se rencontrent jamais. Oui, c'est la définition du mot parallèle. D'un autre côté, chez les enseignants, on a plutôt tendance à entendre la coéducation comme le fait pour les parents de se mettre au service de la pédagogie, du mode d'instruction des enseignants et de leurs besoins. Donc leurs besoins, que l'enfant arrive reposé en classe, que l'enfant ne regarde pas trop d'écran, etc. Des besoins qui sont parfaitement justes, légitimes et entendables. Et puis des besoins un petit peu plus compliqués, donc disons qu'ils peuvent être légitimes à l'école, mais qui ne seraient pas légitimes dans un autre contexte, comme le fait que les enfants restent immobiles, bien sages, sans parler, etc. pendant qu'ils travaillent. Donc on a déjà cette incompréhension des deux côtés. Et si l'on réfléchit bien, cette incompréhension, elle vient de quelque chose de très profond. C'est que du côté des parents, les parents se considèrent, à juste titre, comme les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est quelque chose que je répète souvent. Vous, parents qui m'écoutez, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. Premier peut s'entendre de différentes façons. Vous êtes évidemment les premiers éducateurs dans le sens chronologique, puisque les premières journées du bébé sont, quand tout va bien, passées en compagnie des parents, qui sont donc les tout premiers éducateurs de leur enfant. Et puis même si l'enfant va à la crèche ou chez une assistante maternelle ou peu importe, les parents conservent quand même
beaucoup de temps avec leur enfant et on peut considérer que la crèche ne fait pas vraiment un travail d'instruction encore, même si bon, tout ça se discute. En tout cas, on peut considérer que chronologiquement, les parents ont un rôle primordial. Mais on peut aussi entendre premier dans un autre sens, qui veut dire principal. Les parents sont de façon ultime les derniers responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que là où des enseignants vont voir passer des enfants d'une classe, une année, et vont changer d'enfant l'année d'après, et ne seront donc responsables que d'un petit bout de leur éducation, les parents, eux, sont parents à vie de leur enfant. Et au final, si leur enfant ne sait pas lire ou ne sait pas écrire, ce sont les parents et l'enfant qui devront vivre avec ces conséquences, et pas l'enseignant. L'enseignant, au pire, s'il a eu la malchance d'être inspecté pile cette année-là, ce qui n'arrive pourtant pas souvent, et qu'il n'a pas respecté son obligation de moyens, il pourra éventuellement être pénalisé dans le cadre de l'école ou recevoir un avertissement ou un blâme. Mais en aucun cas, l'enseignant ne pourra être tenu responsable du résultat, à condition qu'il ait respecté son obligation de moyens. Le parent et l'enfant, en revanche, vont vivre avec ce résultat jusqu'à la fin de leur jour. Le point de vue est donc radicalement différent, comme vous pouvez vous en douter. Et de l'autre côté, vous avez les professeurs qui, eux, se positionnent en tant que professionnels. Nous sommes les professionnels. Les parents sont des amateurs. Ils n'ont pas appris à enseigner, ils n'ont pas été formés à la pédagogie, etc., etc. Et évidemment, chacun, parent et enseignant, se targue ainsi de sa supériorité. D'un côté, les parents se considèrent comme supérieurs parce que ce sont eux les responsables ultimes de l'éducation de leurs enfants. Ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants. D'un autre côté, les enseignants se considèrent comme supérieurs parce que eux sont formés, eux sont professionnels, c'est leur métier. Et je pense que nous avons le même problème dans le domaine de la santé aujourd'hui. Exactement de la même façon, les médecins sont des professionnels, tandis que les patients, les gens ordinaires, doivent quant à eux vivre avec les décisions qui auront été prises ensemble. C'est bien le patient qui vit avec les conséquences des décisions qui sont prises, même si c'est le médecin qui a les compétences, techniques donc, médicales en l'occurrence, pour informer le patient sur les décisions possibles. Mais très souvent, c'est le médecin qui prend une décision pour le patient et à la place du patient, en oubliant qu'il n'aura pas, lui, à vivre avec les conséquences de cette décision. Et j'aimerais vous parler à ce sujet d'un cas qui est très fréquent à l'hôpital et qui est malheureusement arrivé à ma grand-mère qui souffrait d'un cancer du sein et puis d'un cancer qui a métastasé et puis qui a évolué en cancer des os. Et après des années de traitement, de divers traitements, son médecin, un oncologue donc, un spécialiste du cancer, lui a suggéré un dernier traitement. Ce traitement ne l'aurait pas guéri, c'était fini pour ça, il n'y avait plus d'espoir de guérison, de rémission. En revanche, ce médicament, ce traitement, plutôt, aurait pu lui donner encore 3 ou 4 mois peut-être supplémentaires. Mais il lui a exposé aussi les effets secondaires de ce médicament. Et après réflexion, elle a considéré qu'elle n'était pas prête à vivre ces derniers mois avec ces effets secondaires qui étaient lourds et qu'elle avait déjà connus à travers des chimiothérapies, etc. Et elle a donc pris la décision en conscience de refuser ce traitement et de passer ces derniers mois autant que possible dans la paix et avec un relatif confort physique. Bon, évidemment, l'oncologue a accepté cette décision et je pense d'ailleurs que les oncologues et les services de soins palliatifs sont peut-être les services où l'on respecte le mieux les décisions des patients parce que justement on prend conscience que ce n'est pas le médecin qui souffre, ce n'est pas l'infirmière, ce n'est pas le personnel soignant qui souffre, c'est le patient. Et qu'il n'y a pas que l'espérance de vie à prolonger. Il y a aussi la qualité de cette vie qui reste au patient. Mais de manière générale, souvent en tant que patient,
on a le sentiment d'avoir perdu tout pouvoir de décision. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans le système éducatif français. Ce sont les enseignants qui prennent des décisions pédagogiques et on a l'impression de ne pas y être associés du tout, nous parents. Et c'est à peine si on daigne aujourd'hui, en parlant de coéducation, nous en informer, nous expliquer ce qui se passe à l'école, et encore pas partout. Je pense que ce problème, à l'heure actuelle, de la coéducation, n'est pas un problème de bonne volonté. Je crois sincèrement que les parents d'un côté et les enseignants de l'autre aimeraient travailler ensemble, et sont prêts d'ailleurs à faire certains compromis pour le faire. Je pense que tout le monde est prêt à s'accorder, ou la majorité en tout cas, est prête à s'accorder que le bien de l'enfant exige que l'on travaille ensemble. Et je n'accuserai certainement pas les enseignants de faire blocage, ni les parents de faire blocage, même si certains parents et certains enseignants cherchent peut-être à semer la zizanie entre les deux. Je n'en vois pas l'intérêt, et je pense que l'immense majorité des parents et des enseignants sont prêts à coopérer. Ce n'est donc pas un problème de bonne volonté, mais pour autant, j'en suis navrée, moi-même, mais ma conviction profonde est qu'une telle coopération n'est pas possible à l'heure actuelle. Je pense qu'elle ne le sera pas tant qu'il n'y aura pas une réelle liberté éducative en France. Car le souci, c'est que si les parents et les enseignants ne sont pas en accord sur les valeurs principales qu'ils veulent développer chez les enfants, ils ne pourront jamais travailler en commun parce que leur objectif ne sera pas le même. Comment peut-on avancer ensemble sur un chemin si nous ne prenons pas la même direction? Et pour cela, les parents doivent pouvoir choisir un mode d'instruction, une école éventuellement, mais il y a d'autres modes d'instruction, qui soient en accord avec leurs valeurs. Pour certains parents, l'essentiel à transmettre à leur enfant, c'est le développement de sa personnalité, de la confiance en lui, le développement de ses passions, l'encouragement, etc. Et tout cela avant les apprentissages purement académiques. Alors typiquement, lorsque ces parents pratiquent l'instruction en famille, ils choisissent souvent l'unschooling, les apprentissages informels, ou l'unschooling total, c'est-à-dire laisser l'enfant libre de ses apprentissages. D'autres parents vont privilégier par exemple le domaine artistique ou créatif, plutôt que le domaine technique qui est très mis en avant à l'école, en particulier avec l'enseignement des mathématiques. Certains parents encore vont valoriser l'apprentissage de l'autonomie et de l'adaptabilité, plutôt que le bachotage. Typiquement, ce seront des parents qui se retrouveront en adéquation avec les valeurs de la pédagogie Montessori, par exemple. D'autres parents, au contraire, valorisent avant tout la réussite scolaire et aux examens, en considérant que c'est ce qui ouvrira toutes les portes à leur enfant pour faire ce qu'il a envie de faire plus tard. Toutes ces valeurs sont parfaitement respectables. Et ça, je tiens à le poser dès le départ. Je ne juge aucune de ces catégories de parents, et je ne considère aucune de ces catégories de parents comme inférieure à une autre. Cela ne m'empêche pas, moi-même, d'appartenir à l'une de ces catégories de parents plus qu'à une autre, ou à trouver un équilibre entre ces différentes valeurs, qui est le nôtre, qui est propre à notre famille. Il n'empêche que différentes familles mettront en avant différentes valeurs. Et tant que ces parents ne pourront pas trouver une école ou un système d'instruction en accord avec ces valeurs, comment voulez-vous qu'ils coopèrent avec les personnes qui vont instruire leurs enfants? Ça n'est pas possible, parce qu'encore une fois, le but suivi, la direction suivie ne seront pas les mêmes. Et pour cela, il faut donc une réelle liberté de choix. Car non, je suis désolée, mais on ne peut pas dire qu'en France, nous disposions d'une liberté éducative et d'une liberté de choix pour l'instruction de nos enfants. C'est faux. Il faudrait d'abord que l'on ait la liberté dans le choix d'une école publique, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle à cause de la carte scolaire. Lorsque nous avons souhaité mettre les enfants à l'école cette année, nous aurions beaucoup aimé, par exemple, pouvoir les inscrire dans une école qui se trouve à une ville d'ici, à la bordure avec notre ville, et qui disposait d'une classe multiniveau, très inspirée de la pédagogie Montessori, une classe 3-6 ans. Nous aurions aimé cela, mais ça n'était pas possible à cause de la carte scolaire.
nous n'avons pas en France la liberté de choix d'une école publique. Il faut aussi développer la liberté de création d'écoles hors contrat. Liberté qui a encore été restreinte récemment par le fameux projet de loi confortant les valeurs de la République, qui était en fait un projet de loi, entre autres, qui attaquait les libertés éducatives en France. Aujourd'hui, il est encore plus compliqué qu'avant de créer une école hors contrat. Il faut passer par une demande d'autorisation avant même l'ouverture de l'école, il faut répondre à des critères qui sont draconiens, et à tout moment, maintenant, le préfet peut décider de fermer une école hors contrat. Il est donc de plus en plus difficile et de plus en plus risqué d'ouvrir une école puisqu'on risque à tout moment de la voir fermée. C'est donc un risque financier qui est énorme pour les créateurs d'écoles, qui malgré tout continuent de le faire, évidemment par idéal éducatif. Mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas parler là de liberté dans la création d'écoles. Cette liberté a été tellement rognée, tellement limitée, qu'il n'en reste plus que les derniers ossements. Il faudrait aussi que nous ayons une réelle liberté financière de choisir notre école. Les écoles hors contrat aujourd'hui sont malheureusement réservées à une certaine élite financièrement. Il y a des familles qui ne sont pas très riches, mais qui font de gros sacrifices pour pouvoir inscrire leurs enfants dans des écoles hors contrat, mais au prix de quels sacrifices? Et ça n'est pas de la faute des écoles hors contrat. Simplement, il est évident que le fonctionnement d'une école est coûteux, que les salaires sont coûteux, que les locaux sont coûteux. Et en ce qui nous concerne, là aussi, nous aurions aimé pouvoir inscrire nos 4 aînés dans une école Montessori ou un collège Montessori. Financièrement, 4 établissements Montessori en région parisienne, ça n'était absolument pas envisageable, même au prix de grands sacrifices. Ça n'était pas possible. Donc pour l'instant, nous n'avons pas cette liberté financière dans le choix d'une école. Cette liberté, elle serait rendue possible par l'établissement d'un système que l'on appelle le chèque éducation. C'est un système qui existe dans un certain nombre de pays. Aux États-Unis, il y a même des comptes éducation qui couvrent encore plus de choses. Mais le principe du chèque éducation, c'est que l'éducation nationale, enfin le système public, le système d'instruction publique dans un pays débloque un certain montant pour chaque enfant qui correspond au coût de son instruction. Parce que même si l'école est gratuite en France, j'espère que vous êtes conscient qu'elle n'est pas gratuite pour la collectivité. Cela coûte très cher d'instruire nos enfants. Et donc c'est comme si le gouvernement français disait, voilà, nous débloquons, voilà ce que nous coûte un enfant dans l'école publique, eh bien nous débloquons ce budget pour votre enfant. Comment souhaitez-vous le dépenser? Souhaitez-vous l'inscrire à l'école publique? Et l'école publique recevra alors ce budget. Souhaitez-vous l'inscrire dans une école privée? L'école privée recevra alors ce budget. Souhaitez-vous l'instruire en famille? Et alors vous recevrez ce budget pour acquérir des manuels, pour l'inscrire éventuellement à des cours particuliers dans tel et tel domaine que vous ne maîtrisez pas, pour l'inscrire à des cours par correspondance, etc., etc. Aux États-Unis, un certain nombre d'États ont mis en place ce système avec un compte éducation qui est donc accessible aussi aux familles qui pratiquent l'école à la maison. Et ces familles, alors évidemment, ne peuvent pas dépenser cet argent n'importe comment, il n'est pas question de s'acheter une télé, mais elles peuvent acquérir des outils pédagogiques, elles peuvent faire appel à des professeurs particuliers, elles peuvent également inscrire leurs enfants dans des cours collectifs qui ont lieu dans certains établissements scolaires, à la carte. Bref, elles ont une très grande liberté pédagogique grâce à ce système du compte éducation ou du chèque éducation. Et c'est un système qui fonctionne très bien parce que c'est un système de carte bancaire. Donc il y a la même flexibilité que si vous pouviez payer avec votre carte bleue. Simplement, un peu comme le système des cartes cadeaux, on ne peut pas le dépenser n'importe comment. On doit pouvoir justifier de chacun de ces achats qui doit être fait pour le bien éducatif de l'enfant, pour son instruction. Et il faudrait également, pour moi c'est le dernier point fondamental de la liberté éducative, il faudrait également renforcer la liberté d'instruire en famille. Là aussi, liberté qui a été considérablement réduite par la dernière loi.
dont le décret devrait sortir très très bientôt. Le décret était en préparation il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, sachez-le, il faut présenter un dossier, une demande d'autorisation pour pouvoir pratiquer l'instruction en famille avec son enfant. Et il faut pouvoir justifier d'une situation propre à l'enfant qui serait la cause de notre instruction en famille. C'est quelque chose de difficile, on va voir comment c'est appliqué. Dans tous les cas, on ne peut pas nier que la liberté d'instruire en famille a été considérablement réduite. Donc pour moi, la priorité est de rétablir et de renforcer ces 4 libertés. 1. La liberté de choix d'une école publique, en supprimant la carte scolaire. 2. La liberté de création d'écoles hors contrat, en réduisant les contraintes qui sont imposées et en faisant davantage confiance aux parents qui choisissent de mettre leur enfant dans telle ou telle école. Troisièmement, la liberté financière de choisir son école grâce à l'établissement d'un chèque éducation ou d'un compte éducation. Et enfin, rétablir et renforcer la liberté d'instruire son enfant en famille, qui est de loin la solution la moins coûteuse pour la collectivité, puisque généralement c'est un parent qui fait le sacrifice de réduire son travail ou de ne pas travailler pour assurer l'instruction de son enfant. À partir du moment où nous aurons une réelle liberté de choix d'une école, choix d'une école ou de l'instruction en famille, choix d'une école publique ou d'une école privée, à partir du moment où cette liberté de choix sera réelle, alors nous, parents, nous pourrons choisir un établissement dont les valeurs seront globalement, évidemment, on ne peut jamais être à 100% parfaitement en accord, mais dont les valeurs pourront être globalement en accord avec les nôtres. À partir de là, parents et enseignants pourront travailler dans la même direction et oui, là, une coéducation sera parfaitement possible. Et je pense que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien supérieur de l'enfant que de travailler et pour faire en sorte qu'une telle coéducation soit possible. Et donc pour cela, de commencer par rétablir et renforcer les libertés éducatives en France. Alors, en attendant, ne désespérons pas. L'état des lieux est malheureusement un petit peu triste. Tout ce que je peux vous inviter à faire, et je suis désolée de finir sur cette note un petit peu mélancolique, c'est de faire de notre mieux avec nos libertés restreintes, de coopérer là où nous le pouvons, et puis de faire de notre mieux de notre côté, là où la coopération n'est pas possible. Au final, c'est tout ce que nous pouvons exiger d'un parent. Ça n'est certainement pas de donner le meilleur de façon absolue à son enfant, de tout accomplir à la perfection. Tout ce que nous pouvons exiger d'un parent, c'est qu'il fasse de son mieux dans les circonstances où il est. Alors je nous encourage à faire de notre mieux avec toutes ces restrictions qui nous sont imposées. Et si vous êtes enseignant, je vous encourage vous aussi à faire de votre mieux pour trouver un équilibre entre la pratique collective. Vous ne pouvez pas, malheureusement, avec le système actuel, totalement individualiser votre enseignement pour respecter les souhaits pédagogiques des parents, mais pour faire de votre mieux, malgré tout, pour avancer sur cette voie de la coopération, de sorte que le jour où, je l'espère, nous aurons enfin cette liberté éducative totale, alors les graines seront plantées et nous pourrons réellement travailler en coéducation. Je vous laisse sur ces bonnes paroles pour cette semaine et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain dans ce podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.